Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va discuter du portefeuille d'investissement de Warren Buffett en 2023. Si vous ne connaissez pas Warren Buffett, c'est un investisseur très très connu sur les marchés financiers et il possède la firme d'investissement Berkshire Hathaway qui est dans le fond un titre coté à la bourse américaine et c'est un fonds d'investissement qui publie régulièrement le portefeuille géré par Warren Buffett. C'est un portefeuille qui est très suivi par le marché, vu que la célébrité de Warren Buffett et sa philosophie d'investissement. Donc, premièrement, on va s'attarder sur la philosophie d'investissement de Warren Buffett. Par la suite, on va dresser la liste des principaux titres boursiers détenus par ce magnat de la finance. Principalement, on va discuter de Apple, de Bank of America et de Chevron. Donc, c'est quoi la stratégie d'investissement de Warren Buffett? Warren Buffett suit l'école d'investissement, ce qu'on appelle l'investissement de valeur de Benjamin Graham. C'est basé sur l'analyse fondamentale. Et c'est, dans le fond, lorsqu'on s'en va à une université étudier la finance, c'est le principal du programme de finance à l'université, c'est l'analyse fondamentale. C'est-à-dire, avant d'investir dans une entreprise, on va étudier les états financiers, on va comprendre le marché, la concurrence, les conditions économiques, puis on va essayer d'établir des états futurs prévisionnels, surtout de l'encaisse, puis on va ramener ces états futurs provisionnels des 10 prochaines années, on va les ramener au temps T, à le moment où on fait l'analyse, puis on arrive avec une valeur intrinsèque qu'on va comparer au prix du titre sur le marché financier. Donc, Buffett examine les entreprises dans leur ensemble. En plus d'éplucher les états financiers, il doit étudier tous les facteurs qui rentrent en compte pour déterminer la performance, c'est-à-dire la concurrence, la dette, les marges bénéficiaires, l'accès aux matières premières, très très important, surtout au temps de la pandémie, ça a montré l'importance de l'accès aux matières premières et d'avoir une bonne chaîne de valeur. Donc, sans matières premières, l'entreprise ne pourrait pas vraiment produire ni vendre. Donc, tous ces éléments-là sont utilisés par Warren Buffett, ce qui fait que son portefeuille euh, va être vraiment constitué d'entreprises qui sont déjà profitables. Donc, il n'investit pas dans une entreprise qui va être profitable dans le futur et qui maintenant n'est pas vraiment profitable. Il investit vraiment dans des entreprises solides qui dominent dans leur marché, qui ont une réputation, puis qui ont des états financiers de haute qualité, c'est-à-dire des ratios financiers de qualité. Ils maîtrisent leur marge bénéficiaire, ils maîtrisent leur processus d'approvisionnement. Et ils sont capables de résister à la concurrence. Donc, c'est très, très important pour Warren Buffett dans la sélection des titres qui vont faire partie de son portefeuille. Maintenant, pour le portefeuille, pour l'année 2023, les actions qui sont détenues par Berkshire Hathaway, on retrouve en premier lieu Apple. Puis Apple représente, tenez-vous bien, 43% de son portefeuille d'investissement. Donc, on est loin on pourrait s'attendre que le portefeuille soit beaucoup plus diversifié que ça. Je dois juste vous rappeler que le portefeuille d'investissement de Warren Buffett, on ne parle pas de 1 milliard ou de 2 milliards. C'est un portefeuille qui dépasse les 100 milliards. Donc, 43% de ce montant-là est dans Apple. Il détient dans le fond 5,8% de l'entreprise Apple au complet. Et ces 43%, ça veut dire c'est le niveau de confiance qu'il accorde à ce titre. Apple Inc., donc c'est le premier, suivi par une grande banque américaine, de Bank of America. Il possède 12,9% de la Bank of America et ça représente 8,8% de son portefeuille d'investissement. Il possède aussi Chevron, qui est une entreprise énergétique dans le domaine pétrolier aux États-Unis. Ça représente 8,4%. Donc, on va discuter un peu en détail de Apple, puis de Bank of America, puis Chevron, mais il possède aussi d'autres entreprises très intéressantes comme Coca-Cola, American Express, Occidental Petroleum Corporation, Kraft, Moody's Corp, Activision Blizzard. Ça, c'est une entreprise de jeux vidéo. Euh, il a acquis, je pense, l'année passée, puis ça représente 1,3%. C'est une entreprise qui a eu d'excellents chiffres de vente, surtout pour tous ses produits de jeux vidéo. Puis il possède aussi d'autres entreprises, BYD Co Limited, puis HP.
Je vais vous mettre un lien dans la description de tout le portefeuille parce qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup, beaucoup d'entreprises dans son portefeuille, mais je me suis limité aux plus grandes principalement. Donc, ça, c'est pour les principaux investissements. On va discuter un peu en détail de Apple et de Bank of America et Chevron, comme j'ai mentionné. Premièrement, on va regarder les ratios financiers. Puis les ratios financiers vous donnent une idée de la philosophie d'investissement. Par exemple, ça, c'est les ratios financiers des entreprises que Warren Buffett possède. Premièrement, c'est des entreprises qui payent des dividendes. Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont matures, qui ont la capacité de payer des dividendes. Les entreprises qui viennent de naître ou qui sont en phase d'innovation, en phase de croissance, rarement payent des dividendes. Parce que pour payer un dividende, il faut avoir une maîtrise de ses opérations, une bonne marge financière, marge bénéficiaire confortable, donc pour pouvoir payer des dividendes. Donc ça c'est un critère important pour Warren Buffett, le rendement en dividendes. Il y a aussi le payout ratio, qui est le ratio de distribution des dividendes. Donc, si vous avez fait un bénéfice de 100 dollars, combien de ce 100 dollars est payé en dividendes? Donc, c'est pour vous dire l'importance de ce ratio lorsqu'on est un investisseur de dividendes. On souhaite que le ratio soit faible parce que si je fais 100 dollars et je te paye 5, je suis capable de te payer ce 5-là l'année prochaine, puis l'année d'après, parce que c'est juste 5% de mon bénéfice. Donc, on peut voir ici, Apple, 15% de son bénéfice est payé en dividendes, qui est un très bon ratio. Les ratios qui commencent à être inquiétants, c'est les ratios qui dépassent les 70, les 80%, ou parfois même il y a des entreprises qui payent 150% de leurs bénéfices en dividendes. Donc, c'est là où ça devient, le dividende devient euh, quelque chose qui ne pourra pas peut-être continuer dans le futur, où l'entreprise va être obligée à un moment ou à un autre de couper son dividende. Donc, dans le cas de Apple, on est dans un ratio très, très faible de 15%. Bank of America, la même chose, 26%. Chevron, 31%. Pour Coca-Cola et l'entreprise Kraft, ils sont dans le 80%, mais ce n'est pas inquiétant parce que la simple raison qu'on parle ici du marché de l'alimentation générale, donc Kraft puis Coca-Cola, ça, c'est des secteurs qui ne demandent pas à l'entreprise de garder de l'argent pour faire le recherche et développement. Un mayonnaise, c'est une mayonnaise, tu ne vas pas faire une révolution dans le monde du mayonnaise, ou dans le monde des boissons sucrées comme Coca-Cola. Donc, pour les marchés, pour ce genre d'entreprise-là, 80%, c'est tout à fait correct. Puis, c'est des entreprises matures qui contrôlent, qui dominent sur leur marché. Donc, si vous vous rendez dans un magasin d'alimentation, vous allez voir que les rayons qui appartiennent à Coca-Cola, les produits qui sont dans les rayons qui appartiennent à Coca-Cola tendent à dominer toute la section. La même chose aussi pour la mayonnaise et pour les autres produits que Kraft Heinz produit. Donc ça leur permet toujours garder ce dividende-là et de le payer de façon, il n'y a pas de problème pour les investisseurs. Les autres entreprises aussi ont des ratios vraiment très très bas, il y a même qui sont à 4%. Donc on voit ici que Warren Buffett choisit vraiment la qualité des entreprises solides financièrement. C'est un critère très important. Donc, le troisième ratio, c'est le prix-bénéfice. Le prix-bénéfice est un ratio un peu très, très utilisé en finance. Et dans le fond, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que inférieur à 20, ça veut dire que c'est une entreprise qui pas chère. Si c'est supérieur à 20, c'est une entreprise qui a beaucoup d'attraction au niveau du marché, puis ça rend son cours d'action cher par rapport à son bénéfice. Donc ça, c'est le chiffre de 20, c'est de façon générale, mais ça peut être différent de secteur à d'autres. Donc, je vous conseille d'aller chercher ça, la moyenne du secteur, puis comparer votre titre à la moyenne du prix-bénéfice du secteur. Les secteurs technologiques ont généralement un prix-bénéfice très élevé parce que les gens sont attirés par les possibilités de croissance. Donc ici, par exemple, pour Apple, elle est à 28, mais juste l'année passée, elle était bien supérieure à 28 avec toutes les entreprises du secteur technologique. Donc, 28, c'est bas pour Apple si on regarde historiquement son ratio prix-bénéfice. Puis il y a des entreprises qui sont vraiment à des ratios prix-bénéfice très intéressants, par exemple Bank of America, Chevron,
Bank of America, le ratio prix-bénéfice est faible justement à cause euh, de ce qui secoue le monde de la finance pour les banques régionales aux États-Unis. C'est ça. Donc, puis on voit ici Coca-Cola est à 29, c'est une entreprise très prisée. Les entreprises qui sont solides et qui ont un marché qui domine sur leur marché en général, lorsqu'il y a des crises financières ou des mauvaises nouvelles économiques, les investisseurs ont tendance à acheter ce genre d'entreprise parce qu'ils savent qu'ils vont pas être impactés, par exemple, par une récession. Euh, et si la récession finit, ça va être les premières entreprises qui sortent de la récession, qui s'en sortent parce qu'ils étaient déjà dans un spot très confortable avant justement la récession. Donc, comme on peut voir ici, il n'y a pas d'entreprise qui a des chiffres de ratio qui sont bizarres. C'est parce que Warren Buffett vraiment regarde ces choses-là, puis s'assure qu'il investit dans des entreprises qui sont très solides. Maintenant, pour les changements qui ont été publiés par Berkshire Hathaway, on va voir ici que l'entreprise a acquis plus de parts dans Petrol Occidental Petroleum. Et ça s'est passé entre le 13 et le 15 mars de l'année. Puis ils ont acheté des actions supplémentaires pour un montant de 466 millions. Et maintenant, la société de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, détient 23% de Occidental Petroleum. Ça veut dire qu'ils font vraiment confiance à cette entreprise-là. Warren Buffett possède aussi, à travers Berkshire Hathaway, des investissements étrangers, la majorité au Japon. Donc, les 5 plus grandes sociétés japonaises, Mitsubishi, Mitsui. Donc, la liste, elle est ici. Donc, je vais mettre le lien vers l'article si vous voulez savoir plus de détails. Maintenant, pour l'analyse que j'ai promis pour Apple. Par exemple, pour Apple, cette entreprise-là, elle conçoit et fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs, des tablettes. Mais le résultat financier au premier trimestre ont été décevants. Puis on a remarqué le ralentissement économique a commencé déjà à avoir impact sur les livraisons de PC de Apple qui ont baissé d'environ 40% au premier trimestre de 2023. Les analystes, ils disent qu'il y a deux explications. C'est peut-être au premier trimestre de 2022, on était encore, comme au Covid, les gens achetaient des ordinateurs, travaillaient de la maison. Maintenant, il y a moins de besoins avec le retour au bureau. Mais la tendance aussi, elle est observée chez tous les fabricants de PC. Comme on peut voir ici dans le tableau, premier trimestre 2023 versus premier trimestre 2022, Apple a perdu 40%, moins de ventes, Lenovo 30% de moins, Asus 30% de moins. Maintenant, pourquoi Apple est un peu plus élevé? Parce que justement, c'est un peu plus cher. Donc, dans les situations de ralentissement économique, les acheteurs ont tendance à couper sur les items qui sont plus chers et peut-être aller à un item moins cher, moindre qualité. Donc, c'est pour ça Apple a été impacté. Ça a eu un impact sur l'action en lui-même lorsque les résultats financiers sont sortis, mais après, ça a remonté un peu plus. Donc, cette baisse-là inquiète un peu les investisseurs et les analystes parce que ça réduit la profitabilité de Apple, mais reste que Apple, principalement, son principale source de revenus reste les expéditions de iPhone. Maintenant, pour les produits qui risquent dans le futur d'améliorer la rentabilité de Apple, on sait que Apple devrait en principe lancer son premier appareil virtuel de réalité mixte. On sait que l'entreprise Facebook, elle a déjà un produit qui est sur ce marché-là, donc Apple viendrait la concurrencer. Apple n'est pas du genre d'entreprise à ramener un produit en premier. En général, ils ne vont pas être les premiers, mais lorsqu'ils sortent un produit pour concurrencer, leur produit, dès le départ, reçoit une bonne réception, puis à cause de la confiance que font les consommateurs des produits Apple à l'entreprise. Donc, son appareil de réalité mixte risque d'être un très grand concurrent aux produits de Facebook. Et puis, on devrait avoir ça dans la prochaine conférence mondiale des développeurs. Donc, c'est juste une rumeur, mais c'est un produit sur lequel Apple travaille puis qui risque d'avoir un effet bénéfique pour la rentabilité. L'entreprise continue quand même, comme toutes les entreprises au monde maintenant, c'est-à-dire ils doivent faire face aux conditions macroéconomiques qui se détériorent, l'augmentation des taux d'intérêt, donc pour que l'entreprise emprunte, ça lui coûte cher. Les consommateurs ne sont plus, sont plus en plus frileux à cause de la baisse de leur pouvoir d'achat. Donc tout ça, ça impacte aussi Apple en tant qu'entreprise. Donc toutes ces informations-là, c'est pour
donner une meilleure idée du titre Apple, puis voir si c'est un bon moment d'acheter, oui ou non. On peut voir sur 5 ans, le titre Apple, il a une très très belle progression. Puis en général, les titres qui sont comme ça, à long terme, ils finissent par, même s'il y a des moments où ça baisse un peu, ils finissent par remonter. Mais sur l'année passée, par exemple, il y a eu beaucoup de fluctuations à cause de la situation sur les marchés financiers avec tous les événements qui venaient un après l'autre. Ici, quelques ratios financiers et aussi le prix sur les 52 dernières, le prix le plus bas sur l'année, puis le prix le plus haut qui a été enregistré sur l'année. Donc, on peut voir ici, on est proche plus du prix le plus haut qui a été enregistré sur l'année passée. Le deuxième titre, c'est le Bank of America. Bank of America, c'est une grande banque américaine. Donc, aux États-Unis, il y a les banques qui sont plus nationales. Et aussi, il y a des banques régionales. Bank of America, c'est une banque nationale, c'est une banque très importante aux États-Unis, donc qui fait affaire avec les grandes entreprises, les gouvernements, les investisseurs institutionnels, mais aussi avec les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Le titre, il a été fortement touché à cause des mauvaises nouvelles qui sortaient des banques régionales, surtout dans la région de Californie, où il y a eu des banques qui ont pris beaucoup de risques en prêtant à des entreprises technologiques des prêts à des taux d'intérêt bas. Et avec l'augmentation rapide des taux d'intérêt par la Banque fédérale, ces banques-là se sont retrouvées dans une situation très difficile parce que, exemple, vous avez prêté à 1%, maintenant pour prendre de l'argent de la Banque fédérale, ça te coûte 3%. Donc, ces banques-là ont clairement mal lu le marché. Puis maintenant, ils ont payé le prix des mauvaises décisions financières qu'ils ont prises. Donc, mais vu que c'est des secteurs financiers, ça a eu un impact aussi pour Bank of America. Et l'instabilité des banques régionales, c'est dans le fond une bonne et une mauvaise nouvelle pour Bank of America, qui est une banque nationale. Le bon côté est que là, les difficultés des banques régionales représentent une opportunité pour les banques nationales pour s'agrandir encore plus. Surtout que les banques régionales, ils ont un lien avec leurs clients qui est très fort. Vu qu'ils sont présents dans une région spécifique, ils ont tendance à offrir des produits très intéressants pour cette région-là. Ils sont plus proches de leurs clients, puis c'est ça ce que recherchent les banques nationales aux États-Unis, que eux, ils n'ont pas ce même lien avec les clients. Et les banques régionales aussi sont les banques qui enregistrent le taux de croissance d'année en année lorsque ça va bien économiquement. Ils enregistrent les taux de croissance les plus importants. Alors que les banques nationales, en général, ils sont matures, puis il y a une grosse concurrence que se font les grandes banques américaines, donc ça réduit les probabilités de croissance pour les grandes banques américaines. Donc ça, c'est pour la situation pour Bank of America. Il y a aussi le côté économique qui va certainement faire réduire les profits pour les banques à cause des resserrements du crédit. Donc le moins de crédit tu fais, le moins, bien évidemment, de profit que ces banques-là, ils font. Donc ça, on peut voir l'évolution de Bank of America sur 5 ans. On peut voir qu'il y a eu une baisse ces dernières années, mais ça reste positif sur 5 ans. Et sur les 2 dernières années, la même chose, il y a une baisse par rapport au sommet historique. Mais comme j'ai dit, maintenant, les marchés financiers sont très inquiets concernant la situation des banques à cause des faillites. Puis ça revient aussi au ratio qu'on a discuté tout à l'heure du prix-bénéfice. On peut voir que le ratio pour le Bank of America est vraiment faible, ce qui en principe veut dire que l'action est pas chère au moment où on fait l'analyse, elle est pas très très chère. Donc le seul risque qui reste, c'est le risque macroéconomique qui est très difficile à établir. Maintenant, pour Chevron, Chevron est une entreprise énergétique, mais qui a une historique de payer et d'augmenter les dividendes à chaque année à cause de ses revenus stables. Donc, sur le secteur énergétique, c'est rare de trouver des entreprises qui payent et qui augmentent des dividendes et qui ont un historique de 35 ans, comme c'est le cas de Chevron. Donc, c'est une entreprise, un dividend aristocrat, comme on dit dans la liste américaine des Dividend Aristocrats. Donc, c'est un titre intéressant pour les gens qui recherchent les dividendes. Donc, ça, c'est pour le portefeuille de Warren Buffett. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une
Belle journée.